Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette deuxième saison des éclaireurs. Avant de commencer ce nouveau chapitre, je voulais simplement vous dire merci pour votre écoute et votre fidélité. La première saison des éclaireurs a été un temps de partage, de découverte, de paroles sincères. Un temps pour nommer, parfois pour comprendre, souvent pour laisser faire. Et maintenant, nous continuons ensemble avec une nouvelle saison, une nouvelle note à explorer. Et je vais partager avec vous une autre de mes passions, c'est la musique. Il existe dans le monde de la musique un objet très simple, petit, discret, presque invisible. On l'appelle le diapason. Le diapason ne joue pas de musique, il ne cherche pas à briller, il ne dit pas aux instruments comment jouer. Il donne simplement une note, une fréquence juste, et chacun s'accorde à partir de là. Si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est parce qu'avec le temps, j'ai compris que mon chemin ressemblait beaucoup à cet instrument. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je savais mieux que les autres. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris, je ne l'ai jamais considéré comme un mérite, mais comme une grâce. Parfois comme une épreuve, souvent comme une mission. Les éclaireurs sont nés de là. Pas d'un concept, encore moins d'une stratégie, mais d'un appel intérieur. J'ai longtemps cru que ce que je faisais, autour de l'accompagnement, c'était ça ma mission. Avec le temps, j'ai compris que tout cela n'était que des outils. Mais la vraie question n'a jamais été comment je le fais, mais qu'est-ce que je sers. Je me suis rendu compte que ce qui touchait les gens, ce n'était pas tant ce que je disais, mais d'où je le disais. Ma voix est un don que j'ai souhaité honorer. Depuis toujours, j'ai su que je devais en faire quelque chose d'utile. Un canal pour transmettre, partager, créer un espace où chacun peut se reconnecter à lui-même. Je ne suis pas la source, je suis juste le passage. Quand je parle, quand je transmets, quand je tends un espace, je ne fais que laisser passer quelque chose qui me dépasse. Et dans le métier de l'accompagnement, il y a parfois une confusion. On peut croire qu'il s'agit de guider, de réparer, de transformer l'autre. Et sincèrement, je ne crois pas à cela. Je crois que nous sommes là pour aider chacun à s'entendre lui-même, à se réaccorder à ce qu'il est déjà, comme un diapason. Je ne joue pas votre musique, je ne connais pas votre chemin, je vous offre seulement une fréquence de présence, et vous faites le reste. Bienvenue dans Les Éclaireurs, saison 2, un podcast pour celles et ceux qui sentent qu'au milieu du bruit, il est encore possible d'écouter l'essentiel. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série du pardon. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé une expérience intime, un moment de bascule vécu dans un cercle du pardon. Une traversée intérieure, sensorielle, spirituelle, que je ne cherchais pas, mais qui m'a trouvée. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à commencer par cet épisode-là, parce que vous allez entendre aujourd'hui est le prolongement vivant de cette expérience. Donc après tout ça, j'avais besoin de comprendre, pas avec la tête, mais à travers un parcours humain. J'avais besoin de rencontrer quelqu'un pour qui le pardon n'est pas un instant, n'est pas juste une expérience, mais un choix de vie, un axe, une posture. Souleymane Belhaj est ce pont. Entre le monde tel qu'il est, structuré, exigeant, parfois dur, et le monde tel qu'il pourrait être, plus conscient, plus relié, plus apaisé. Aujourd'hui, dans Les Éclaireurs du pardon, je vous invite à la rencontre de cet homme, derrière l'engagement, et à écouter comment un jour, une intention personnelle peut devenir une transmission collective. Souleymane Belhaj est un de ces hommes que la vie a longtemps placé au cœur du monde économique, avant de les appeler ailleurs. Pendant plus de 30 ans, il évolue dans les secteurs de la banque, de l'industrie et de l'immobilier. Un parcours solide, structuré, exigeant. Une trajectoire que beaucoup qualifieraient de réussite, et pourtant, comme chez tant d'autres, un jour, quelque chose se met à murmurer. La crise Covid agit comme un révélateur, le monde s'arrête, et avec lui, les automatismes,
les évidences, les certitudes. Ce n'est pas une rupture brutale, mais un réalignement intérieur, une prise de conscience simple et radicale. Réussir ne suffit plus, il faut contribuer. C'est de cette intention qu'est né le Cercle des Diamants, une association fondée dans un esprit d'union, de reliance et de transmission. Un espace pour rassembler, ouvrir des dialogues profonds, semer du sens dans un monde qui en manquait cruellement. Au fil de ce chemin, Souleymane rencontre Olivier Clerc, et avec lui, une autre rencontre plus intime encore, celle du pardon. Touché par la puissance, la simplicité et l'humanité des cercles du pardon, il se forme à leur animation et devient l'un des relais de cette démarche au Maroc. C'est grâce à son engagement que les ateliers d'Olivier Clerc ont pu s'y déployer. Aujourd'hui, Souleymane dirige le Cercle des Diamants, qui compte plusieurs antennes à travers le pays. Mais au-delà des titres, conférencier international, executive coach, acteur associatif, il incarne surtout une transformation vécue. Son parcours nous rappelle une vérité essentielle. Le pardon n'est pas réservé aux sages, retirés du monde. Il peut naître au cœur même de la vie active, professionnelle, familiale, et devenir un axe de cohérence, de paix et d'action. Souleymane, bonjour et bienvenue dans cet épisode des éclaireurs. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Bonjour Aïcha et merci infiniment pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. Alors, je vais te présenter très très brièvement, j'ai plutôt présenté un peu le cercle des diamants, toute cette expérience que tu as vécue, parce qu'on est dans la série Les éclaireurs du pardon. Mais je vais te donner quand même l'occasion de te présenter. Donc, au-delà de ce que j'ai dit, au-delà des titres, au-delà du CV, qui est Souleymane Belhaj? Alors, c'est une question qui est facile et difficile en même temps, pour la simple raison que je me dis par quoi je vais me présenter. Je suis le style de personne qui a plusieurs casquettes. Et je tiens déjà à te remercier pour la manière avec laquelle tu m'as présenté par rapport à mon parcours et aussi par rapport à tout ce que tu as dit sur mon engagement, que ce soit au niveau associatif, mais également en tant que personne dans le monde professionnel. Alors s'il y a je crois que pour résumer une présentation de ce que je suis, c'est un terme que j'ai choisi il y a quelque temps. C'est le promoteur du changement positif. Je crois que tout un chacun, à un moment donné, cherche sa voie, cherche ce qui, compte pour lui, ce qui a du sens pour lui et au lieu de me définir, avec une casquette professionnelle, ou une casquette personnelle, je préfère que résumer tout ça avec ce titre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est d'aider tout un chacun à changer positivement. Bien entendu, le travail est commencé par un changement, à mon niveau et que ce travail continue, hein. On ne peut pas considérer que ce travail d'introspection se fait une seule fois et puis on passe à autre chose. Il y a cette, remise en question, cette écoute de soi qui se fait de manière permanente et qui est importante, à mon sens, parce que, si on veut viser une meilleure version de soi-même, ou en tout cas une version apaisée de soi-même plutôt que version parce qu'on n'est pas dans une démarche de perfectionnisme, mais une démarche d'être en paix avec soi-même. C'est de voilà, de s'écouter et par là même de continuer d'aider les autres à changer positivement. Donc si tu as parlé du cycle des diamants, tu as parlé aussi de mon engagement dans le pardon. Cela s'inscrit pleinement dans cette démarche de changement positif que je veux entreprendre, et que j'entreprends au quotidien dans ma vie. Magnifique, c'est une si belle définition. Donc, en quelque sorte, c'est un retour à soi. Oui, absolument. Et alors, quand tu repenses à l'homme que tu étais, il y a quelques années, avant la crise covid, avant cette révélation, même si on sait au fond de nous, je pense, toute une vie, qui on est vraiment et mais qu'est-ce qui te manquait?
Ce qui me manquait, c'est un alignement avec moi-même. Durant ma carrière professionnelle, j'ai j'ai occupé plusieurs fonctions managériales, notamment dans des activités commerciales et d'animation commerciale. Donc où, j'étais plus focus sur l'atteinte d'objectifs, sur la performance, sur, le perfectionnisme aussi et j'avais tendance à oublier ce qui importait pour moi-même. Bah, jusqu'au jour, tu sais, il y a toujours un jour, on Mmh. s'arrête Heureusement, absolument et heureusement. on se dit: «Attends, qu'est-ce qui te manque?» Voilà et je me souviens d'un voyage que j'avais fait par train entre Fès et Casablanca et durant ce voyage, j'ai écrit. J'ai pris le temps de me poser certaines questions, de savoir ce que je voulais et c'est à partir de là que ça a commencé, ce ce cheminement vers soi-même. Est-ce qu'à cette époque-là, tu avais conscience que le pardon faisait partie de ton vocabulaire intérieur, même s'il avait peut-être une définition autre que le pardon d'aujourd'hui avec toute l'expérience que tu as eue à travers les cercles? Alors je pense qu'il y a une notion de temporalité dans la vie. La notion de pardon, je considère qu'elle a toujours fait partie de ma personne parce que pour les gens qui me connaissent, je suis une personne, pacifique qui cherche, toujours à être dans une situation d'harmonie avec les autres, qui, va éviter, le conflit et qui à aucun moment va rompre le dialogue avec une personne où j'ai des situations conflictuelles. Au contraire, s'il y a une personne avec qui je suis en conflit, je vais maintenir le dialogue avec elle, soit pour comprendre plus l'origine de ce conflit ou peut-être même, mais idéalement, de nous réconcilier. Donc ça, je dirais que ça fait partie de ma nature. Néanmoins, il y a eu ce moment, cette rencontre, ce soir, où, une amie m'avait sollicité pour animer une conférence sur le pardon. J'avais animé, un certain nombre de conférences sur la motivation, sur le développement personnel, sur la liberté financière, mais le pardon, c'était quelque chose, bon, que j'ignorais. Donc, en toute humilité, je lui ai dit, «Écoute, je n'ai pas de connaissances approfondies, mais laisse-moi un peu le temps de faire des recherches» et c'est là que je découvre, l'approche universelle d'Olivier Clerc et ça a été pour moi un déclic. Le soir même, j'envoie un message à Olivier Clerc lui demandant clairement de devenir animateur de cercle de pardon. Dans quelle aventure m'engager? Mais pour moi, c'était Mmh. une évidence. Alors une évidence, pourquoi? Je ne saurais te dire et Mmh. c'était important pour moi de m'engager sur ce cheminement qui date depuis, déjà maintenant plus de 6 ans et j'en suis, ravi d'être, membre de l'association d'API, l'association pardon internationale et d'avoir l'opportunité, d'être animateur de cercle de pardon, au Maroc. Mmh. Est-ce que quand on a discuté en préparation de cet entretien, que tu m'as raconté un petit peu ton histoire et comment tu es venue à ça, la phrase qui revenait tout le temps et qui revient aussi dans ma vie, c'est que tout est écrit. Et j'aimerais bien que tu parles un peu à nos auditeurs pour qu'ils situent un petit peu comment ce switch-là est arrivé, à la période covid et comment tu t'es retrouvée à animer des conférences tous les jours et que tu as cheminé, petit à petit finalement vers cette rencontre, vers ce destin, qui t'attendait les bras ouverts. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là tu m'as tendu une perche, en même temps j'ai des frissons parce que c'est effectivement une période qui était, marquante dans ma vie. On était en mars 2020, début du confinement, j la majorité des personnes étaient on va dire dans l'anxiété, des informations qui passaient en boucle. On savait pas ce qui allait se passer, on savait pas ce qui se passait déjà. Tout ce qu'on constatait, c'était qu'on était confinés chez soi, sans avoir aucune visibilité sur le lendemain. Et là, il y a eu on va dire, c'est important d'écouter ce qui se passe au fond de soi.
il y avait une voix au fond de moi qui me disait: «Souleymane, tu dois faire quelque chose. Tu dois apporter ta contribution, d'une manière ou d'une autre, pour le changer le quotidien, d'autres personnes». Et là, je me suis posé la question: «Bah, qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce que j'aime faire?» J'anime des conférences, je suis dans le coaching, je suis dans le développement personnel, professionnel. Nous sommes dans une situation, on va dire, d'incertitude. Il y a cette anxiété ambiante que je vivais déjà chez moi parce que, heu, j'avais un fils mon fils aîné qui était parti en Espagne, quelques mois auparavant et qui s'est retrouvé bloqué, donc il n'a pas pu, retourner. Mon épouse qui était très paniquée par rapport à cette situation, et c'est vrai que la panique était générale et qu'il y avait quelque chose à faire. Donc je me suis dit qu'il faut sauver des vies. Et comment sauver des vies? Ben, sauver, les esprits, faire en sorte à ce que les Mmh. personnes, puissent, vivre, harmonieusement leur quotidien en période Covid. Et c'est là que, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc j'avais été sollicité par des amis, d'une association sportive dont je fais partie, qui m'avaient demandé d'organiser, un 1 webinaire, en ligne. Et je me souviens, c'était, la thématique, c'était comment cultiver des pensées positives. Mmh. Il y avait 10 personnes qui étaient présentes et puis on m'a demandé de refaire ça le lendemain. Je le refais le lendemain, et entre-temps, j'avais un ami qui m'avait sollicité pour, partager un programme, et c'est de là qu'est parti, un 1er challenge de 30 jours, 30 conférences. Donc pendant 30 jours, ben, tous les jours, j'animais une thématique que j'avais, alors c'est une thématique de développement personnel, développement professionnel. Et c'est là qu'a commencé cette belle aventure du Cercle des Diamants, avec Mmh. une communauté qui a commencé avec, on était 10-15 personnes, et puis très rapidement, des gens qui se connectaient, d'un peu partout à travers le monde. Et Ah et oui, on va y venir, on va y venir parce que là, tu anticipes le reste de mes questions. OK. On fait Et rapide. avant de diver dans tout ça, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné la force, la conviction de continuer? Parce que c'est une chose d'être sollicité par un ami, de démarrer une conférence et c'est complètement autre chose de s'engager sur 30 conférences tous les jours avec, des thématiques, ben, qui surviennent au fur et à mesure, qui ne sont pas préparées. J'imagine que tu n'avais pas d'équipe, tu avais personne pour t'aider. Comment ça se goupille tout ça? Comment on trouve vraiment la force et la conviction de continuer et d'avancer? La première chose, c'est l'envie. C'est l'envie aussi, c je me suis donné pour mission d'aider d'autres personnes, de manière totalement, bien sûr, désintéressée. C'était, vraiment une action citoyenne. Et c'était un peu ma part de colibri en cette période, de Covid, et c'était ma principale motivation. Malgré la fatigue, qui se cumulait jour après jour parce qu'il y avait mes engagements professionnels en parallèle. Mais pour moi, la décision était prise, et je devais à tout prix livrer cela, jour après jour. Mais je ne te cache pas que la présence des personnes qui se connectaient tous les jours et leur feedback par rapport aux bienfaits de ces interventions, bah, ça ne faisait que me motiver encore plus pour continuer cela. Mmh. Mmh. Magnifique initiative et vraiment bravo pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté. Et alors comment sont nés, donc le cercle des diamants? J'ai compris que c'était, le déclic, à travers, Covid, mais pourquoi fonder une association? Pourquoi ne pas s'arrêter aux conférences? Qu'est-ce qui s'est passé en toi qui a dit, «Je dois créer quelque chose d'encore plus grand»? Bah, en fait, rien s'est passé en moi, c'est venu tout seul, pour être honnête avec toi.
Oui, ben oui, c'est des fois on cherche à comprendre des choses qui sont incompréhensibles, Oui, intangibles, mais surtout pour apporter des clés de lecture à nos auditeurs, à des oui, bien personnes qui sûr, se disent que c'est pas, en fait, quelques personnes qui sont touchées par la grâce. Oui, il y a des destins, mais on a aussi le libre arbitre et quand le pouvoir de l'intention et quand on commence à se mettre en mouvement, il y a aussi des choses qui se passent un peu toutes seules et qu'on peut pas s'expliquer. absolument. En fait, ce qui était intéressant dans cette première phase des 30 jours, 30 conférences, c'est que, non seulement il y avait bien sûr mon intervention, mais après l'intervention, il y avait une phase de questions-réponses, mais surtout d'échange. C'était une place d'échange, où les personnes qui étaient confinées chez elles, non seulement, partageaient parfois des choses très personnelles et pour moi, on s'est dit: «Ben, l'humain est plus fort que tout». Même à travers un écran, on arrive à maintenir ce lien entre nous. Donc il y a quelque chose de très fort Mmh. qui est en train de se mettre en place, du fait de cette communauté, de ces gens qui malgré peu importe leurs activités personnelles, eh bien, tous les jours à 18h30, elles se connectaient. J'avais certains amis qui étaient médecins, qui étaient, sur le front, dans des hôpitaux. Eh bien, à 18h30, elles arrêtaient tout pour venir se connecter et assister à ce moment d'échange, à ce moment de partage. Et effectivement, le cercle des diamants est né de cette initiative parce que au fur et à mesure des interventions que j'animais, il y a le mot diamant qui est sorti. Alors diamant, pourquoi? Parce que le diamant en tant que pierre, bon, diamant à l'état brut, c'est du carbone, donc c'est du carbone qui n'a aucune valeur, hein, à première vue. Néanmoins, faut le frotter, il faut le polir, il faut le travailler avant que ça devienne cette pierre précieuse d'une valeur inestimable. Et on a fait ce parallèle par rapport à l'être humain, parce que l'humain, quel qu'il soit, quel que soit son parcours, quelle que soit son histoire, quel que soit son background, est un diamant. Alors un diamant à l'état brut, certains a fait ce travail sur soi-même pour découvrir son potentiel caché et chercher à toujours à faire polir et faire briller ce diamant. Et pour moi, faire briller ce diamant, c'est cet travail d'introspection, de connaissance de soi, de chercher de donner à donner le meilleur de soi-même, le fait d'être en paix aussi avec soi-même. C'est ça être diamant. Et de là est née cette aventure parce que après la série des 30 conférences que j'avais animées, bah, les personnes qui étaient là, ils m'ont dit, «Souleymane, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on continue». Là, on a continué avec, un autre cycle de 30 jours, mais, fort heureusement, on était, quelques-uns à animer des conférences. Ensuite, on est passé à 80 jours. Moi, je leur ai dit, c'était des Mmh. tours du monde, référence au Jules Verne, tour du monde ouais. en 80 jours. Et ensuite, on est arrivé à la 100e et c'est de là qu'on a décidé de créer l'association Cercle des Diamants parce qu'on considère il y a une valeur ajoutée à apporter à la société à travers les différentes actions que nous pouvons mener et notre vision en tant que telle, c'est d'aider chaque être humain à mieux se réaliser. Magnifique parcours. Alors tu me parlais un petit peu plus tôt, de ta rencontre avec Olivier Clerc quand ton ami t'a demandé d'animer une conférence sur le pardon et que tu disais, que tu n'avais pas le background et tu as fait les recherches et Dieu a mis sur ton chemin cette personne-là. Qu'est-ce que ça a déplacé intérieurement pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ton parcours déjà riche de développement personnel? Parce que tu étais déjà coach, tu étais conférencier. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé beaucoup de choses et la première chose, c'est de prendre conscience qu'il est important d'écouter son cœur. Tu vois, on a dans la vie, on se dit, la tête, le cœur, les tripes. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le cœur, avec l'émotion. Bien que souvent, durant mon parcours, c'était beaucoup plus la tête, beaucoup plus formel, plus structuré, laisser les émotions de côté. Donc en fait, c'était une façon d'ignorer Mmh. ce qui se travaillait, qu'est-ce qui importait pour moi.
Et cette rencontre avec Olivier Clerc m'a fait prendre conscience que je devais me fier de plus en plus à mon cœur, au message transmis par mon cœur. Et je dirais que cette rencontre avec le Olivier Clerc, c'est une rencontre de cœur à cœur. Et ça m'a permis de poursuivre mon chemin de vie en faisant plus confiance à mon cœur qu'à ma tête. Qu'est-ce que ça a changé? Ce qui a changé, c'est d'être plus en paix avec moi-même. C'est de m'accepter plus en tant que personne, sans masque, honnêtement, et ne pas chercher à être apprécié par les autres. Je suis comme je suis. J'ai mes zones de vulnérabilité, j'en ai conscience, je les accepte. Heu, j'ai aussi d'autres zones qui sont, on va dire on va dire, Plus lumineuse, plus polie. voilà, polies, si on peut appeler ça comme Mmh. ça. Ouais. Mais c'est vraiment m'accepter en tant que tel, en tant que personne, Mmh. sans chercher à mettre, tu vois, du fard à joues, même si c'est bon, ou Mmh. de mettre un maquillage pour montrer une image qui n'est pas la mienne vis-à-vis des autres. Mmh. C'est m'accepter et puis, ben, libre à chacun de m'accepter, de ne pas m'accepter, hein. Ça c'est le Oui, il y a des choix, choses qui dépendent de soi, il y a des choses qui dépendent des autres et absolument. puis, oui, magnifique. Alors quand tu as vécu cette expérience du pardon, de l'intérieur, qu'est-ce que ça a changé par rapport, à ce que tu pensais être le pardon avant? Alors le pardon, de toi à moi, on débarque pas dans le pardon par hasard. Il y a des événements dans la vie des blessures intérieures qui sont mal guéries ou qui sont toujours là et qui créent une certaine, on va dire, une certaine douleur intérieure qu'on a tendance à refouler, qu'on a tendance à ignorer. Alors que malheureusement, le fait d'ignorer cette douleur, bah, ça ne fait qu'entretenir, une souffrance qui peut nous faire du mal, aussi bien, physiquement que mentalement. Cette, ce voyage dans le pardon m'a permis de prendre conscience qu'il était important de reconnaître ses blessures et je sais que tout un chacun doit certainement avoir des blessures, et d'accepter de créer une brèche dans mon cœur pour pouvoir me libérer de cette souffrance intérieure. Parce que je considère qu'il est important d'être en paix avec soi-même. C'est important on va dire d'éviter cette double peine. La double peine, c'est premièrement, c'est de continuer d'entretenir une souffrance, venue donc d'événements, heu, personnels et deuxièmement, c'est, de ne pas se pardonner à soi-même. Mmh. Justement, qu'est-ce que ça a changé dans tes relations, à toi-même, dans ta vie familiale, dans ton rapport avec les autres? Le fait de vivre cette expérience et d'aller explorer ces zones d'ombre et d'ouvrir cette brèche qui laisse pénétrer la lumière finalement et l'amour qui nous guérit et c'est grâce à ça qu'en se guérissant, je pense qu'on arrive à guérir les autres ou du moins d'être un vecteur pour éclairer les autres. Ce qui m'a permis, c'est de m'aimer un peu plus moi-même, voilà. Mmh. L'amour de soi est important. On a tendance à être un peu plus, orienté vers les autres. Il faut aimer les autres, il faut faire plaisir aux autres, il faut faire plus de choses pour les autres. Et Mmh. moi? Et moi, qu'est-ce Oui. que je compte dans tout ça? Et moi, Mmh. qu'est-ce que je fais dans tout ça? Est-ce que j'ai pensé à moi? Et je crois qu'avant tout, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même vis-à-vis d'autres personnes, c'est avant tout commencer par donner le meilleur de soi-même, c'est de prendre soin de soi. Mmh. Tu vois? Si on Et ça considère que soi ouais. comme une plante, eh ben, faut savoir prendre soin de cette plante, il faut savoir l'arroser, il faut la mettre au soleil pour qu'elle prenne des rayons de soleil voilà.
Et ce qu'on se donne à soi, on peut le donner aux autres et l'inverse est vrai. Comme ce proverbe qui dit: «فاقد شيء لا يعطيه». Oui, absolument. Il faut commencer par soi d'abord pour pouvoir donner le meilleur aux autres, il faut commencer par donner le meilleur à soi-même. Mmh. Moi, s'il y a quelque Alors, chose que je retiens de de ce voyage ou de cette aventure dans le monde du pardon, c'est surtout ça. j'ai une enseignante qui me disait, «C'est quoi le développement personnel?» Si je devais, donner ta définition du développement personnel, elle me disait: «Le développement personnel, il y a plusieurs chemins, il y a pas une seule définition». Elle me dit: «Mais pour moi, c'est de me dire que je suis le premier amour de ma vie». Et C'est quand elle beau. m'a dit ça, j'ai pas compris au début. Je me suis dit: «Oh, c'est égoïste, comment ça le premier amour de sa vie?» J'avais pas compris. Maintenant, je commence à comprendre ce que c'est d'être le premier amour de sa vie. C'est pas être obnubilé par soi, c'est pas de se dire: «Je suis au centre du monde», mais c'est d'aller à sa rencontre, de s'apprécier, de se reconnaître, de se voir sans masque et à ce moment-là, on a tellement plus d'amour et d'empathie pour les autres, quand on arrive à s'accepter comme on est. C'est ce que tu Absolument. c'est ce que tu disais, si je peux compléter. Tout à fait et puis pour compléter ce que tu viens de dire, ça a changé mes relations avec mon environnement, mon entourage, au sein de ma petite famille déjà, heu, c'est des relations beaucoup plus apaisées que dans le passé et quand bon, parfois c'est tendu, j'accepte aussi, donc il y a des moments, tendus et qu'il faut laisser passer les choses et revenir par la suite, Mmh. mais ne pas, prendre trop les choses à cœur. Alors j'ai une question, bon, qui était pas, préparée, mais qui me vient là en tête, parce que quand je discute avec des gens qui sont sur ce chemin, souvent ils appréhendent. C'est pas qu'ils appréhendent le changement positif, c'est qu'ils appréhendent justement l'entourage. Ils disent: «Et si moi je change, comment ça se passe pour le conjoint? Comment ça se passe pour les enfants? Comment ça se passe pour les collègues?» parce que ça remue beaucoup de choses et ce chemin de conscience, du moins de ma propre expérience, il y a pas de marche arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le démarre, une fois qu'on en a l'appel, on progresse, chacun à son rythme, mais on avance. Comment tu as pu concilier justement, ce fait de changer la perception par rapport à ton entourage? Comment tu les as embarqués avec toi ou bien comment tu as accepté qu'eux aussi ils ont leur propre chemin? Si on peut, répondre aussi à ces questions existentielles qui me sont posées par beaucoup de gens et auxquelles moi-même je n'ai pas encore de réponse à ce stade. Moi, je crois que chacun va à son rythme et chacun, hem, va suivre un chemin en fonction de ce qui compte pour lui, par rapport à ce qui a du sens pour lui. Nous sommes fort heureusement des personnes différentes, des personnes singulières et c'est cette singularité qui fait la richesse de tout un chacun. Donc il faut déjà commencer par accepter que nous sommes différents, accepter que nous pensons différemment, et je crois que c'est déjà le fait de prendre conscience de cette notion de différence, c'est un grand chemin que nous entreprenons vers la paix et vers les relations harmonieuses avec les autres, que ce soit au niveau, familial, mais même au niveau professionnel. Donc ne jamais prendre, comme le disait, Don Miguel Ruiz dans un de ses accords Mmh. Toltec, ne jamais prendre les choses à titre personnel. Quand Mmh. il y a des choses, ne jamais interpréter les choses, ça aussi c'est et je crois que quand on pratique ça au quotidien, ben, on vit beaucoup mieux. On vit beaucoup mieux avec soi-même et on vit beaucoup mieux avec les autres aussi. Mmh. Et je reconnais que ma vie a changé dans ce sens, de manière beaucoup plus harmonieuse avec les autres. Tu sais, il y a là cette notion de miroir qu'on parle dans le coaching, Mmh. et en Ouais. fait, quand tu es dans cette posture apaisée, eh bien cet apaisement, il est transmis, auprès d'autres personnes. Mmh. C'est même si la personne est tendue, quand on voit en face d'elle une personne qui est, authentiquement apaisée, hein, c'est pas un masque. Oui, Donc c'est-à-dire que la ta vibration, ton énergie doit être apaisée parce que si tu dis une chose, mais même si elle semble polie et qu'intérieurement ça bouillonne, l'autre le oui, perçoit, c'est juste oui, incroyable clairement, et il clairement. se ferme directement et l'inverse est vrai et c'est d'autant plus vrai, quand tu parlais de neurones miroirs, avec les enfants. Les enfants, on peut pas Absolument, leur dire de faire une chose et d'agir, à l'inverse de ça. Ils nous confrontent, ils nous disent: «Bah, non, toi tu fais ça, pourquoi tu me dis de faire autrement?» et c'est absolument, magnifique si on se dit que chaque personne qui est en face de nous,
de voir notre enfant, de voir un être aimé, de voir pour un petit peu réagir différemment. Mmh. D'ailleurs, mes relations avec mes enfants ont changé, enfin beaucoup plus tu sais, on nous apprend pas à être parents. Donc, on pour les, parfois il faut être sévère avec les enfants dans leur scolarité, dans leur éducation, ne pas accepter certaines choses parce que ce sont des cadres, tu vois? C'est un formatage que nous dont nous héritons et que nous, malheureusement, fatalement, nous le transmettons à nos enfants, sans en prendre conscience. Mais quand on prend conscience que non, ce modèle-là ne fonctionne pas, qu'il faut changer et qu'on fait en sorte de privilégier le dialogue, l'écoute, aussi accepter aussi qu'on soit pas d'accord, eh bien, ça change les choses et s'il y a quelque chose qui a peut-être changé avec mes enfants, c'est que, quand j'ai entamé ce cheminement vers le développement personnel, vers le coaching, ils ont changé, ils ont commencé à m'appeler différemment. Mmh. Alors le terme ils m'appelaient papa avant, papounet, mais là, ils m'appellent monsieur papa. C'est mignon. Il y a un respect, le sage là qui ouais, ouais, Ils l'ont ils créé sont malins. par eux-mêmes, monsieur papa, tu vois? Mais pour moi, c'est surtout cette, j'apprécie cela non pas parce que c'est pas une question de respect, mais surtout le fait que j'ai fait ce travail sur moi-même pour que je vive de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus Mmh. harmonieuse avec moi-même et que je puisse transmettre cette posture aussi à mon entourage le plus proche, aux personnes les plus chères dans ma vie qui sont voilà, ma femme et mes enfants. Mmh. Mmh. الله يخليهم لك et c'est Amin. c'est très beau de voir aussi que quand on change et quand on cultive, notre lumière, ça touche invariablement tout notre environnement et que déjà rien qu'en se concentrant sur nous-mêmes, on collabore, c'est un petit peu ce que disait Gandhi: «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde». Parce que Absolument. ça finit par irradier, autour de vous. Alors pour revenir, donc justement à la transmission, à quoi ressemble, d'animer un cercle de pardon? Heu, on accompagne des moments très intimes. Bon, j'en ai vécu un seul et finalement, on devient une famille d'âmes parce que des personnes qu'on croyait étrangères se retrouvent, en l'espace de 24 heures, 48 heures, presque des personnes qu'on avait connues avant. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Comment toi, tu as vécu ça? Qu'est-ce que ça t'a appris sur ton humanité, sur l'humilité, sur ces valeurs humaines qu'on partage tous et qui finissent par ressortir des fois dans les pires moments, hein, pas toujours dans les meilleurs, mais quand on est le plus challengé, finalement, on revient à soi, c'est un retour aux sources. Il y a là 2 choses, il y a la participation à un cercle de pardon et l'animation de cercle de pardon. Il y a un point commun entre les 2, c'est qu'on sort dans tous les cas grandi, enrichi de cette expérience. Que nous soyons animateurs ou que nous soyons, participants, participantes. Pour la simple raison que nous sommes dans un environnement, bienveillant, un environnement, où bizarrement, il y a cette connexion qui se crée très rapidement entre les différents participants. Malgré que lorsque les gens participent au cercle de pardon, certains ignorent complètement en quoi ils s'embarquent. Mmh. C'est certains viennent, un certain nombre viennent par curiosité pour savoir en quoi ça consiste. Mais le déroulé de ce cercle de pardon, je dirais que ce qui est très important, c'est d'accepter de faire un travail sur soi-même, d'accepter de prendre conscience qu'il est important de libérer son cœur de ses propres blessures. Même les blessures les plus cachées, parce que certains se disent: «Bon, moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de blessures particulières, je suis en paix avec tout le monde». Mais il y a des choses qui sont refoulées, il y a des choses qui sont cachées Mmh. et qui font que, la participation à un cercle de pardon permet, ben, en tout cas de prendre conscience et surtout d'entamer ce cheminement vers la libération du cœur de ses propres blessures. Magnifique. Alors pour des personnes qui seraient intéressées de vivre cette expérience ou de se former à animer, comment ça se passe?
Alors, pour l'animation de la participation au cercle des pardons, bon moi je le fais, je m'engageais à le faire une fois tous les 2 mois, parce que la participation à un cercle de pardon, on peut l'assimiler à une douche du cœur. C'est-à-dire que, Mmh. Mmh. nous sommes confrontés au quotidien à des petites tensions. Déjà le fait que de conduire en voiture, voilà, il y a quelqu'un qui nous fait queue de poisson, on Mmh. va ressentir une certaine, voilà, un certain Des dérangement, charges, pa ouais, voilà, mmh. des choses négatives, sans parler de, voilà, de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, au niveau professionnel, au niveau, familial et autres, qui fait qu'on est en train de cumuler certaines petites blessures et quand on vient participer à un cercle de pardon, eh bien, c'est une façon, indirecte de prendre ses douches du cœur. Et Mmh. moi, j'aime bien lui donner une connotation marocaine en passant de douche du cœur à hammam du cœur. C'est un spa même, hein. Voilà, C'est le hammam massage, la totale. On sort voilà, complètement, hammam, neuf, savonnage, ouais, ouais, ouais et c'est et vrai et j'espère c'est et vrai. heureux. Mmh. Oui et je le dis, ce qui est bien, c'est que quand on vit cette expérience, dans la majorité des cas, vraiment dans 99 des cas, les personnes, sont apaisées. Ce n'est pas une expérience où on va se libérer, par une baguette magique de ces blessures du cœur. Non, quand il y a certaines blessures qui sont plus ou moins profondes, qui sont plus ou moins anciennes et qui nécessitent un peu de temps pour que ces blessures, disparaissent et comme on dit, on peut pas aller Mmh. plus vite que la musique. Chacun va à son propre rythme. Mais ce qui est Ouais. Mmh. vraiment le plus important, c'est de se sentir apaisé, c'est de vivre sortir de ce cercle, pardon, apaisé, en paix avec soi-même. Mmh. Et je me dis, tu sais, heu, si je peux moi permettre à d'autres personnes, à travers l'animation de cercle de pardon, au moins de sortir apaisé, ça c'est déjà ça de gagner. Tu vois? Mmh. On peut pas changer le monde entier, mais on peut changer une petite partie de celui-ci pour quelqu'un et même on peut pas même pas parler de changer la vie des gens, c'est peut-être changer le petit moment de certaines personnes. Mmh. Et participer à un cercle de pardon, c'est aussi permettre de changer ce petit moment pour d'autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense quand on vit cette expérience-là et ça aussi mon échange avec les participants, avec lesquels j'ai eu la chance de vivre ça, c'est que, c'est pas quelque chose qu'on peut faire et on revient à notre petite vie comme si de rien n'était. Ça reste dans un coin de notre tête, dans notre cœur et le cœur, il en redemande. Il dit: «Allez, refais ça» ou peut-être c'est même un rituel qu'on peut reprendre chez soi. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va aller faire un cercle du pardon comme on va au hammam chaque semaine ou chaque Absolument. 15 jours. Mais c'est te dire que si tu en as besoin, c'est un outil très puissant qui est à ta disposition, que tu peux refaire à ta petite échelle et 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 en fait, on comprend comment parce que c'est tellement simple, c'est tellement évident qu'on le vit qu'on se dit, «Je peux faire ça, avec moi-même» et juste avant de dormir, par exemple, fermer les yeux, visualiser des personnes qu'on a heurtées, leur demander pardon ou se demander pardon à soi, c'est je suis sûre que si on le met, on le ritualise, ça doit être des bénéfices qui sont juste énormes. D'ailleurs, moi, suite au cercle, j'ai préparé une hypnose, une auto-hypnose du pardon que j'écoute tous les soirs Magnifique. avant de dormir et je me suis même inspirée d'un hadith nabawi d'une petite anecdote que je raconte dans l'épisode, 1 et c'est incroyable, je sens les changements. Là, ça fait peut-être, 2 semaines ou 3 semaines et et je sens que mon cœur est plus léger. C'est un sentiment, c'est pas quelque chose de Génial, rationnel, mais je sens une certaine vraiment légèreté, je sens une certaine mélodie, je sens que qui bat d'une façon différente. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'est propre. J'espère qu'aussi que chaque participant l'a vécu à sa propre manière, mais l'essentiel, c'est que c'est sûr, comme tu disais, on en sort complètement grandi. mmh et ça contribue aussi à cette, on va dire à prendre soin de soi. Tu vois? Les différentes Ouais. façons de prendre soin de soi, participer à un cercle de pardon, c'est aussi ou faire un rituel du pardon, ça permet aussi de prendre soin de soi. Mmh. Parce que, bon, on vit qu'on il faut accepter qu'on vit dans un monde, où la pression est quand même assez forte.
Les enjeux sont importants et sans s'en rendre compte, on est sous pression. Sauf que cette pression, le corps, est en train de la supporter et on ne prend pas le temps d'écouter notre corps. Mmh. Et Puis il ment lorsque jamais lui. Mmh. et lorsque le corps se manifeste, mais se manifeste par une maladie et parfois ça passe une maladie assez grave. C'est important de faire de la prévention. Il s'agit pas d'attendre qu'on tombe malade pour se dire: «Aïe mince, j'aurais dû faire attention à ça, j'aurais dû être moins». Mmh. Ça fait partie des habitudes, des nouvelles habitudes à Mmh. instaurer, positives dans sa vie et parmi elles, c'est ce rituel du pardon. Je crois que c'est Mmh. autant, certains vont à la salle de sport, et ils vont faire de la marche, courir, Mmh. aller au cinéma, se faire plaisir, oui, tout le monde c'est bien, mais c'est instaurer aussi le rituel de pardon, je pense que ce serait une bonne chose pour tout. Mmh. Oui, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre et comme nous le disait Olivier, c'est la médecine du cœur, c'est l'hygiène du cœur et pour reprendre ce que tu disais en termes de prévention, c'est vrai que dans les médecines ancestrales, la médecine chinoise, les médecines holistiques, on est dans la prévention. Dans les pays asiatiques, ils vont chez le médecin pour éviter de tomber malade et s'ils tombent malades, ils payent pas le médecin. Ils les soignent sans qu'ils le payent. C'est incroyable quand même quand on voit ce rapport, juste la différence d'une culture à l'autre et peut-être d'une culture un petit peu plus de sagesse, un petit peu plus de spiritualité, comme les médecines holistiques, la médecine chinoise et tout le reste, et se dire: «On est dans la prévention». Pourquoi on doit Mmh. attendre que ça aille mal pour aller, soigner? Des fois, c'est trop tard, on peut pas soigner. Des fois, justement, le corps somatise et le mal racine, on sait même pas ce que c'est. On peut pas soigner des symptômes. Des symptômes, ça finira on peut cacher des symptômes et ils finiront par apparaître sous une autre forme. Par contre, cette hygiène du cœur, cette médecine du cœur, ça permet de soigner le mal racine, qui est finalement nos blessures, nos traumas, tout ce qu'on traîne avec nous, heu, au quotidien. Mmh. Absolument. Alors si le pardon était plus présent, dans nos vies, qu'est-ce que cela changerait selon toi dans la société? Dans les Waouh! entreprises, chez les Un beau politiciens? Si on rêvait d'un monde de pardon, qu'est-ce que ça changerait? Ouais, ça me renvoie à la chanson de John Lennon, Imagine. Mmh. Ouais, c'est d'imaginer un monde, en paix. On serait plus en paix les uns avec les autres, un monde où, on s'accepterait plus les uns avec les autres, un monde, où, il y aurait de la place pour tous aussi. Parce que malheureusement, on a l'impression qu'il y a de la place pour certains et pour d'autres non, alors que non. On est peut-être, 7 milliards d'habitants, Mmh. mais sur les 7 milliards, je pense que chacun a le droit de manger, chacun a le droit de vivre, chacun a le droit de vivre dignement. Mmh. Et je pense que si on arrive à instaurer cette culture du pardon au niveau mondial, ben, il y aurait moins de guerres et surtout on prendrait conscience qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour vivre, vraiment. On a besoin Mmh. de pour vivre soi, c'est avec ses proches, ben, on n'a pas besoin de grand chose et de dire: «Il y a pas que moi dans la vie, il y a moi, il y a les autres» et que pour Mmh. avancer dans la vie, ben, faut avancer en collectif, faut pas avancer tout seul. C'est toujours penser aux autres et surtout les autres qui sont dans des situations, on va dire, des situations difficiles. Les gens qui sont, issus de milieux défavorisés, qui vivent en situation précaire, on a l'impression, que c'est des gens, c'est des parias de la société alors que non. Même ces gens ont leur place dans la société, même Mmh. ces gens ont le droit de vivre, dignement et si, certains ont eu le privilège de faire des études, le privilège, de grandir dans des familles, on va dire, famille équilibrée, privilège de trouver un travail, privilège de fonder une Mmh. famille. Eh bien, cette personne, dont je fais partie, a la responsabilité d'aider les personnes qui sont en situation précaire à s'en sortir et leur donner le droit à la énième chance. Même s'ils se Mmh. trompent plusieurs fois, ils ont le droit aussi de se relever et de continuer à vivre. Moi, je crois vraiment à ça et c'est vrai que le pardon est omniprésent dans tout cela. Quand on accepte que nous sommes différents et qu'on accepte qu'aussi que d'autres personnes puissent commettre des erreurs plus ou moins graves dans leur vie et de tourner à la page, si bien sûr en condition que ces personnes acceptent,
de suivre un autre chemin plus serein dans leur vie, bah, de leur donner également la chance de pouvoir reprendre leur vie à nouveau et de continuer à vivre dignement. Bon, c'est un peu rêveur ce que je suis en train de dire, mais je partage avec toi le fond de ma pensée. Mmh mh. C'est sans calcul, sans masque, ce que je pense réellement, ce que la le pardon peut apporter à notre société. Moi, je pense que tous les grands rêveurs ont accompli de grandes choses et comme tu citais John Lennon, Martin Luther King, ben, il faut bien démarrer par un rêve, hein, avant de le concrétiser et puis aussi de tendre, tout ça, de prendre le relais aux générations futures et c'est l'objet de ces conversations-là. C'est juste de nourrir le champ des possibles et de, laisser à chacun cultiver ce jardin-là. On sème des graines de conscience, on éclaire, par rapport à ce qu'on nous-mêmes, on a éclairé pour nous et puis on n'est que des passeurs et libre à chacun de faire sa part, du job. Mais Absolument, il faut qu'on soit ensemble pour que le rêve se concrétise. Personne n'arrive à rien faire seul et c'est ça la beauté de l'être humain. clairement. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour une personne qui a entendu cette conversation-là, qui a commencé à être titillée dans son fort intérieur, pour qu'elle pousse cette porte, du pardon? Quel est le Bah, message je que tu laisses dirais, à nos auditeurs? heu, bah, déjà peut-être de découvrir, l'expérience de cercle de pardon. Peut-être aussi, faire des recherches sur les ouvrages, d'Olivier Clerc parce que je pense que pour moi c'est une référence dans cette approche universelle du pardon, et que ces ouvrages comme «Peut-on tout pardonner?» reprend un certain nombre de choses et notamment reprend le rituel du pardon pour ceux qui veulent le faire, chez soi. Mais déjà d'accepter que le pardon, c'est un premier pas qu'il faut faire vers l'autre. Mmh. Ça ne se fait pas et quand on dit ce 1er pas à faire vers l'autre, mais aussi d'accepter et de vouloir, retrouver une paix intérieure. Parce que souvent l'ego prend le dessus dans nos vies, «Ah si tu viens pas me pardonner, ben je ne ferai pas le premier pas». Et cet ego peut nous créer parfois des souffrances intérieures qui peuvent durer très longtemps. Il faut aussi accepter que l'ego ne doit pas contrôler nos vies. C'est important que chacun ait son propre ego, mais il faut pas que l'ego contrôle sa vie. Il faut aussi, savoir, on va dire apprivoiser son ego et surtout par rapport à cette notion Mmh. de pardon, de dire: «Ben, soyons humbles, soyons humbles et faisons le premier pas, changer positivement les choses». Merci pour ce magnifique mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on conclue cette conversation qui a été très riche et qui j'espère éclairera beaucoup de monde et qu'à leur tour, ils sèmeront ces graines, pour qu'on puisse cultiver, ce jardin et concrétiser ce rêve un jour. Merci infiniment, Aïcha, pour cette invitation dans ce et bravo pour tout ce que tu fais à travers ces podcasts, des éclaireurs qui deviennent éclairés aussi. Parce que je pense que c'est J'espère. on est tous, on est tous concernés comme tu l'as si bien dit et puis c'est un cheminement qui doit être fait par plusieurs personnes, comme tu le fais toi à ta manière, moi je le fais à ma manière. D'autres personnes le font à leur manière et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on est plusieurs dans le monde à apporter sa part. Le mot de la fin, c'est que les personnes qui ont écouté ou qui vont nous écouter, c'est de prendre conscience qu'ils sont tous des diamants. Voilà, Mmh. et de faire ce travail sur soi-même pour rechercher cette meilleure version de soi-même et peut-être Mmh. même, par là même, d'aider d'autres personnes à trouver leur diamant caché. Parce que Mmh. c'est d'aider d'autres personnes à briller, mais aussi à faire briller d'autres personnes dans leur entourage. Magnifique. Merci infiniment à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu apportes, à ta communauté et te dis à très bientôt. Alors ce que vous avez entendu ici, ce n'est pas seulement le parcours de Souleymane, c'est la preuve vivante que le pardon n'est pas réservé à quelques initiés, ni à ceux qui se retirent du monde dans leur grotte à méditer. Il pénètre au cœur de la vie active, dans le tumulte du quotidien et devenir une force d'alignement, de paix et d'action. Dans le prochain épisode, nous irons à la source de ce mouvement, à la rencontre de celui qui a donné naissance au Cercle du Pardon, Olivier Clerc, qui est écrivain, conférencier, passeur de conscience.
Et depuis plus de 40 ans, il explore et transmet une sagesse profondément humaine, celle du pardon comme médecine du cœur. J'ai hâte de vous retrouver pour cet épisode et je vous dis merci pour votre écoute, merci d'avoir investi votre temps avec nous et à très bientôt sur Les Éclaireurs. Merci. Merci d'avoir pris ce temps. Merci pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Avant de refermer cet épisode, laissez peut-être résonner ce qui a fait écho pour vous, sans chercher à tout comprendre, sans chercher à tout retenir. Comme un diapason, une note suffit parfois pour se réaccorder. Les éclaireurs ne donnent pas de réponse toute faite. Ils offrent un espace, un temps, une vibration. Et chacun repart avec ce qui est juste pour lui. Merci d'être là et de faire vivre cet espace d'écoute et de transmission. À très bientôt dans Les Éclaireurs.